Un flux sans interférence. Pour une écoute plus que rentable. Prends pas ça pour du cash. J'ai pris la pause Mario Dumont, tu sais, comme ça. C'est correct, ça. C'est correct, ça. Petite revue d'actualité, Philippe Richard-Bertrand. Il se passe plein de choses, comme toujours, dans l'actualité économique. Je voulais te faire part, moi, d'un truc qui est venu à mon attention et qui me fâche. Et je suis pas un gars qui se fâche. C'est pas souvent, ouais, c'est moi qui se fâche d'habitude. Le gars qui se fâche. Mais bon, le Canada a des avions. On appelle ça des avions multimissions actuellement. Là, c'est des appareils, le CP-140 Aurora. Bref, c'est des avions qui commencent à dater. Mais apparemment, ils seraient bons encore une dizaine d'années. Et pourtant, pour une raison un petit peu obscure, le gouvernement du Canada est sur le point de négocier de gré à gré, sans appel d'offres, sans donner à quiconque l'opportunité de participer, de donner un mandat de 5 milliards de dollars à Boeing pour des appareils multimissions, comme on l'appelle, de patrouille et de surveillance, pour donc 8 à 12 appareils qu'on appelle les Poséidon P8. Bref, tout ça, c'est du jargon pour pas mal tout le monde. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que la raison pour laquelle le gouvernement du Canada, le gouvernement Trudeau décide de donner ce contrat-là maintenant, rapidement, avant la fin, c'est que Boeing menace que s'ils n'ont pas de nouvelles commandes pour cet appareil-là, ils vont arrêter de le produire. Et donc, tu peux comprendre deux choses là-dedans. Soit tu jumpes sur l'occasion pour l'avoir, mais ça veut aussi dire qu'en fait, cet avion-là, il est comme à la fin de sa vie utile. Il n'y a plus personne qui en veut. Ça va être beau le service sur cet appareil-là. Il y a comme tard, juste le Canada qui serait assez fou pour s'en recommander d'autres. C'est comme acheter la dernière année d'un modèle de char. Là, c'est sympathique, mais contrairement aux autos... C'est peut-être parce que le gouvernement Trudeau est à sa dernier mandat aussi avant de manger une volée. Ce qui est doublement fâchant, par contre, c'est qu'en procédant comme ça, et selon toute vraisemblance, Bombardier serait capable de soumettre une réponse. Est-ce qu'il le gagnerait? Je sais pas. Mais Bombardier, pour ton information, a un avion multimission qui peut faire le travail. Tout est une question de spécification, sauf qu'on a un équivalent canadien fabriqué au Canada par une entreprise qui va payer des impôts, embaucher du monde. Puis c'est pas juste le Bombardier, mais c'est évidemment, comme tu sais, Philippe, que si c'est fait chez Bombardier, ben toute la chaîne de valeur, là, toutes les composantes vont probablement venir de fournisseurs locaux qui sont bien intégrés, soit à Montréal, dans la région de Toronto, Mississauga ou dans l'Ouest, avec des grappes de fabrication, etc. Donc c'est très bizarre. Et ceci dit, il y a plusieurs voix qui s'élèvent là actuellement, des spécialistes de l'industrie qui sont un peu fâchés, là, je te dirais. Il y a Jacques Roy, Mehran Ebrahimi, professeur à l'UQAM, directeur de l'Observatoire de l'aéronautique, Christian Moreau, qui est professeur de génie mécanique à Concordia également, qui ont écrit là, dans les différents médias canadiens ces dernières semaines plusieurs lettres ouvertes pour implorer le gouvernement du Canada de faire marche arrière. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de dire donnez-le à Bombardier, c'est juste dire ouvrez donc un appel d'offres, voyez ce qui vient, ça coûte-tu 5 milliards, 6 milliards, 4 milliards? Encore une fois, là, Francis, la problématique de ça, c'est qu'un appel d'offres de cette envergure-là, tu dois te retourner vers les marchés mondiaux. Ben oui, parce que tu pourrais pas juste dire Bombardier et Boeing, parce que c'est pas plus... Mais à ce titre-là, Philippe, pourquoi tu donnerais à Boeing et pas à Embraer ou à Airbus? Mais c'est ça, mais ça prend du temps à faire ça. Fais juste regarder ce qui s'est fait dans les brise-glaces. Il reste 10 ans de vie utile aux appareils Aurora. Mais c'est le gouvernement Trudeau qui reste moins de temps. Ben c'est ça, même s'il était réélu, là. En fait, en ce moment, le gouvernement Trudeau gouverne, en vue de contrer les sondages. Les sondages sont dévastateurs pour le gouvernement Trudeau. Puis là, le gouvernement Trudeau, il fait dans l'opportuniste. Mais là, c'est même pas dans l'opportunisme de donner de l'argent aux Canadiens. C'est dans l'opportunisme de faire une annonce. Un clin d'œil à une industrie haute qui est même pas au Canada. C'est Boeing. Je pense que derrière tout ça, si je reprends ta logique machiavélique, là, un peu cynique, Philippe, je pense qu'il y a certainement une volonté de plaire aux forces armées. Américains. Non, aux forces armées. Parce qu'il y a quand même une vertu canadienne dans tout ça. C'est que je pense qu'ils veulent faire plaisir aux forces armées en leur donnant le nouveau joujou avion tout neuf
qui sent le char mais neuf, ça, évidemment. ça, c'est une chose à savoir. Oui. Est-ce que l'armée canadienne veut du bombardier? Ça, c'est effectivement. Je sais pas ce qu'ils veulent, mais si tu me donnes le choix, Phil, entre un nice char maintenant puis un nice char dans 10 ans, je vais prendre le nice char tout de suite. Puis évidemment, il y a une vertu électoraliste. Les militaires, les familles des militaires, les gens qui soutiennent les militaires, surtout dans l'Ouest canadien, là, puis je veux pas faire trop de préjugés ou de stéréotypes, mais ça reste que, tu sais, mettons, contrairement au Québec, où, bon, on a du militaire un peu, mais tu sais, on n'est pas comme le point sur le cœur. Non, mais faut pas se cacher, l'industrie militaire est pas mal plus proche de Boeing que de Bombardier. Oui, c'est pour plein ça, de raisons, exactement. parce qu'il y a plein d'avions autres que celui-là qui sont en service, qui sont faits par Boeing. Mais bref, je sais pas si Justin Trudeau et le ministre de la Défense, écoute, prends pas ça pour du cash, mais s'ils le font, changez donc votre fusil d'épaule militaire, en tout cas, bref. On doit avoir un bruiteur dans la régie, mais ça pour dire, changez donc votre fusil d'épaule et réouvrez le dossier pour lancer un appel d'offres. Effectivement, Phil, la contrepartie, comme tu dis, c'est que ça va prendre du temps et il y a de bonnes chances que ça va être le prochain gouvernement qui va finir par octroyer le mandat avec les effets d'annonce, etc. Mais des fois, en politique, il faut apprendre à en prendre et en laisser. Autre nouvelle, c'est que l'inflation a augmenté dans un deuxième mois consécutif. C'est toujours le fun quand l'inflation... En fait, c'est toujours le fun quand il y a un chiffre d'inflation pour moi. Moi, c'est que ça baisse, que ça monte. Moi, je suis juste tanné d'en parler. Ouais, moi, j'aime ça en parler. J'en parlerai tous les jours. Mais je suis d'accord. Tous les jours, il y avait des indicateurs d'inflation. J'ai comme le feeling que le gouvernement et la Banque centrale, et je parle de tous les paliers de gouvernement, savent plus pas tout ce qu'ils font. Ben, ils savent ce qu'ils font. Je veux dire, ils montent le taux. D'un côté, ils montent les taux d'intérêt. 20 montés en 2 ans. 10 montés en 2 ans. Wow. Puis, de l'autre côté, le gouvernement envoie des chèques à la population. Ouais, mais c'est pas mon interprétation, c'est pas ça. Puis tu sais, je n'ai parlé avec Mario Dumont plus tôt cette semaine, Phil, comme la croissance donc de l'indice des prix à la consommation, donc l'inflation qu'on dit là, qu'on met en première page du journal, a été de 4% en août. Donc c'est de août 2022 à août 2023. C'est une augmentation par rapport au mois précédent là, où c'était 3,3. Puis ça avait été à un moment donné dans les O2, 2,8 de mémoire. Mais Philippe, prenons ça avec des pincettes. Tous les bons économistes te diront l'inflation, c'est un indice composite. Ça comprend plein de chiffres. Ça comprend l'essence, l'épicerie, les loyers, je suis d'accord, mais etc. parlons-en. Épicerie, 6,5% d'augmentation. Mais c'était 10% l'année dernière. Fait que c'est en train de diminuer. Mais 10, 6. Après ça, le loyer, 6,5 d'augmentation des loyers. Mais l'augmentation qu'on voit là, puis ce 4%-là, il est drivé par principalement une chose, c'est le coût des loyers et le coût des paiements hypothécaires. Puis ça, c'est quoi? C'est la conséquence de l'action de la Banque du Canada. Donc, je suis persuadé, Phil, qu'il y a des gens à la Banque du Canada qui regardent ça et qui disent « Enlevons l'impact de notre propre action. » C'est quoi l'âge? Connais-tu l'âge des gens qui sont à la Banque du Canada? C'est des vieux personnes? C'est quoi des vieilles personnes? C'est quel âge, toi, 60 ans? C'est du monde, c'est des très vieilles personnes de 50 ans là, et plus. Là. non, mais je me demande, y a-tu du monde qui des PhD en économique de 16 ans, j'en connais pas beaucoup. Je suis d'accord, mais y a-tu du monde qui se tourne vers, tu sais, de penser tout le temps, de refaire la même affaire puis de penser que ça va changer quelque chose? By the way, ça marche pas, là. C'est une théorie. Là. Écoute, Tiff Macklem a 62 ans, puis sinon, c'est des bons économistes, comme je dis. Mais il est peut-être dépassé. Là où je veux en venir, Phil, c'est que je suis persuadé que les gens qui regardent l'inflation là-bas, ils ne regardent pas le chiffre qu'on met en page couverture du journal, ils regardent plein d'autres indicateurs de l'inflation. Puis dans ces autres indicateurs-là, il y a ce que l'on appelle le core inflation, l'inflation de cœur, duquel on enlève les éléments les plus volatiles. Il y a l'inflation tronquée. Écoute, je veux pas vous faire un cours d'économie plate. Mais Francis, 10 augmentation en 2 ans. Oui, mais il fallait le faire. Mon point, c'est que je pense pas que ce 4%... Check-les, là. C'est pas ce que tu fais. Pas toi, l'entrepreneur technologique qui vient me schooler sur la politique monétaire. Je pense qu'on va passer au prochain sujet. Je vous dis juste, il faut pas s'inquiéter de ce 4%-là. Il est largement guidé par la conséquence de l'action de la Banque du Canada. On est correct parce que les élus se sont donné des augmentations de 30%. De 30 000. 30%. 30% d'augmentation cette année. Et la Sûreté du Québec a refusé ces augmentations de 21% sur 4%. Toi qui es toujours contre les subventions, Philippe, il y en a une que tu aurais bien aimé avoir quand même. Le fameux prêt d'urgence qui avait été octroyé par le gouvernement du Canada et dont tu exigeais toi-même le report de la date limite. C'est en train de se faire, mais c'est compliqué. C'est un petit peu nébuleux, OK? Quand tu lis le communiqué de presse, faut vraiment, je vous suggère, arrêtez
Tu sais, ne soyez pas distraits dans le train. Vous pouvez pas arrêter le train, mais faut que tu lis 2-3 fois pour comprendre. Ce que moi, j'en ai compris, c'est que le délai du 31 décembre, qui s'en vient, là, c'est là. Rappelons les faits, Phil. Oui. Le gouvernement du Canada prêtait à quasiment n'importe qui le demandait 60 000 prêt d'urgence, no questions asked, t'es en faillite, ça va bien, ça va mal. Voici 60 000. Fallait que tu sois incorporé depuis plus de 2 ans. 2 ans, puis t'as fait tes rapports d'impôts. Parce que sinon, moi, j'aurais incorporé des compagnies. J'aurais pris plein de 60 000 je l'aurais placé dans un CPG. Si tu le remboursais avant le 31 mars 2023, 31 décembre, excusez-moi, 2023. Donc, cette année, il y avait 20 000 qui étaient comme oubliés, transformés en subvention. Tu dois être fâché contre ça. C'était extraordinaire. Merci beaucoup, M. Trudeau. Et après ça, bon, là, ce qu'ils ont réalisé, c'est que la sortie de la pandémie se passe du tout pas comme elle était prévue. C'est plus compliqué. Cette reprise économique-là. Donc, il y a ça va pas mal, mais ça va pas bien. Il y a plusieurs instances qui demandaient à ce qu'il y ait des allègements. Là, l'allègement qu'ils ont annoncé, c'est que t'as jusqu'au 18 janvier 2024. Fait qu'ils ont rajouté 18 jours. 18 jours. Yeah. Pour faire une demande comme quoi que tu vas payer avant mars. OK? Alors là, tu fais une demande. On ne sait pas encore comment la demande va fonctionner parce que tu comprends que c'est géré par les institutions bancaires. Donc, c'est la banque avec qui tu as contacté. Tu fais à ton institution financière la demande? Tu fais la demande à ton institution financière. Je sais pas comment ça va fonctionner, mais tu vas y faire une demande de dire, hey, je vais payer en mars. Puis là, tu passes dans... 31 mars? En fait, c'est encore plus bizarre, c'est comme genre le 22 mars dans le communiqué de presse. Je sais pas pourquoi. C'est sûr que c'est pas 22 et demi? Non, c'est 22 le 22 à 14h27. Et là, tu vas pas rembourser. Et là, c'est le deal de ce qu'il avait annoncé. Le 20 000. Tu vas rembourser 40 000. Puis ils vont vont oublier 20 000 qui va être oublié. Si tu fais pas ça, le 19 janvier, parce que tu as oublié de le faire, je sais lendemain, pas, ta banque sait pas quoi faire, mais le lendemain, ce prêt-là va être converti en un prêt de 5 à 5 À 5 De 60 000 De 60 000 C'est bon, 5 oui, non, le taux est excellent. Par contre, tu perds le 20 000 qui était comme libéré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 900 000 entreprises au Canada qui se sont prévalues de ce prêt-là. Ça fait de la paperasse. Ça fait de la paperasse. Et là, comme je te dis, c'est à voir comment on va faire ça. Sauf qu'encore une fois, si tu convertis ça dans un prêt à 60 000, tu vas avoir jusqu'au 31 décembre 2026 pour le rembourser à 5 d'intérêt. J'essaie de trouver la vidéo YouTube avec le laisser-passer à 38. Là. Mais bon, écoute, c'est une drôle de nouvelle, effectivement, mais on souhaite bonne chance à ceux et celles qui ont eu le prêt, le 20 000, le 40 000, le 60 000, le 18 janvier, le 22 mars. Simple. Faut suivre, hein, quand même, avec ce gouvernement-là. Phil, on conclut rapidement, mais bon, c'est Noël. Yes. Bientôt. Jingle bell. Mais qui dit Noël dit commerce électronique, dit festival de la dépense dans des bricoles inutiles. Petit Lego pour toi. Est-ce que tu as commencé à faire tes emplettes? Non, pas encore, non. Mais ça pour dire, il y a peut-être, Phil, si tu es un homme de ton temps, une partie de tes dépenses de Noël qui vont se faire sur l'Internet et une partie de tes dépenses sur l'Internet qui vont se faire chez Amazon. Et donc, Amazon, comme à chaque année, prépare le branle-bas de combat qui va se monter là, pendant la période des fêtes. On est début septembre et ils ont annoncé déjà qu'ils embauchaient 6 000 personnes au Canada, pas dans le monde, au Canada, pour éventuellement aider dans leur réseau logistique. Donc, ça inclut les entrepôts, la livraison, la manutention, etc. Donc, 6 000 nouvelles personnes. C'est quand même pas mal de monde, Phil. Oui, puis pour rendre ça attrayant, ils ont augmenté le salaire de ces gens-là. Ces gens-là gagnaient en moyenne 17 de l'heure. OK? Ouais. Il a été augmenté à 21 de l'heure. C'est comme pour du monde. Non, mais écoute, c'est racker des boîtes, mettre des boîtes dans des camions. Non, je veux dire, quand tu gagnes, j'ai déjà travaillé là, dans des milieux manufacturiers, Phil, du monde qui gagnait 16,50, qui changeait d'employeur pour aller gagner des fois 25 ou 30 cents de l'heure de plus, parce qu'à la fin du mois, ça fait plusieurs dizaines de dollars de différence. Puis des fois, c'est comme on en parle souvent, des gens qui sont à 100, 200 dollars d'arrivée à la fin du mois, si tu peux gagner 100, 200 dollars, t'es plus confortable. Fait qu'imagine 4 piastres de l'heure, Phil, 160 piastres par semaine, 720 piastres par mois.
moins les impôts. Mais quand même, ça fait une bonne différence. Mais moi, ma Mais question à pour 21 toi... piastres de l'heure, là, by the way, là, si tu l'annualises, là, ça devient ton emploi parce qu'ils te gardent. C'est 45 000 par année à peu près. Et c'est intéressant, Phil, mais pour moi, c'est où est-ce qu'ils vont les prendre, ces employés-là? Ouais, ben, tu sais où ils vont les prendre? Ils vont les prendre chez les autres. Ils vont les prendre chez ceux qui payent 17 de l'heure. Puis là, ça augure, entre guillemets, pas très bien pour tous les autres qui ont de la manutention, de la livraison à faire. Post Canada, les UPS, FedEx, etc. de ce monde. Tous ceux et celles qui font du commerce électronique avec du warehousing, ça va être difficile, certainement, de garder les employés. Sans vouloir en faire la promotion, la beauté du commerce électronique, peu importe la business de commerce électronique, c'est que ça roule 24 heures sur 24. Alors, les opérations d'Amazon ont un chiffre de nuit. Donc, il y a même des gens qui vont peut-être se trouver un deuxième emploi pour faire honnêtement, un 6 minuit. Check la face à Tristan en régie, là, il est prêt, je pense. On finit, Phil, avec un procès historique qui s'ouvre contre Google aux États-Unis. C'est une nouvelle qui date d'il y a quand même quelques jours, mais on voulait en parler quand même. On l'avait pas fait la semaine dernière. Les États-Unis qui poursuivent Google, ce qui est même un peu particulier, pour genre abus de position dominante. Dominante, oui. En fait, c'est selon les lois antitrust aux États-Unis. Ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de le démanteler. Ce qu'il faut se rappeler, là, c'est que le gouvernement américain a déjà essayé ça là, avec Microsoft il y a plusieurs années. Ils avaient gagné avec Microsoft, on oublie ça, là, mais la décision avait été après ça. Mais ils n'avaient pas gagné, il y avait un accord. Non, ils avaient gagné, renversé en appel, puis après ça, ils ont fait un accord parce que là, le gouvernement disait on s'en va en Cour suprême. Puis là, tu sais, Microsoft il a juste dit on arrête. Là, sauf que, encore une fois, on va essayer de démanteler Google. On peut être contre. Je sais pas si c'est ce qu'on va essayer de faire exactement. Mais tu sais, quand tu vas essayer de t'en prendre à une compagnie qui a 100 milliards de dollars au comptant dans ses comptes sans ses facilités de crédit, tu comprends? Puis ils ont choisi un procureur dans ce dossier-là là, qui est un, tu sais, je veux pas le dire, là, mais tu sais, excusez mon langage, un fucker, là, tu sais. Il va être tough en du côté Google, tu vois. Non, du côté procureur de la couronne, là, tu sais, du côté du gouvernement, OK, le procureur qu'il y a là-dedans, là, c'est vraiment un tough cookie, là. Alors, ça va être de voir comment ce procès-là va se passer. Et tout le monde est invité à la barre. Honnêtement, là, le président de Samsung est invité, le président d'Apple. J'attends l'appel. Ils ont envoyé des subpoenas à la planète. Alors, est-ce qu'ils vont venir, genre? Ils n'ont pas le choix. Non, mais t'as pas le choix. C'est un subpoena. Puis ils veulent comprendre les ententes. Tu sais, je donne un exemple. Pourquoi ils font venir Samsung? C'est qu'il y a une entente que quand tu achètes un téléphone Samsung, il vient avec la plateforme Android qui est promulguée par Google. Alors, ils font venir le président de Samsung pour expliquer le contrat puis combien d'argent qu'ils reçoivent de Google pour mettre de facto des... Sûrement un peu d'argent. Écoute, ça va être intéressant. C'est une belle gimmick, tout ça. Parce que ce sont des ententes qui sont confidentielles. On attend avec impatience le démantèlement de Google, mesdames et messieurs. Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. Un duo qui prend pas ça pour du cash. C'est définitivement l'automne. Philippe Richard Bertrand, dans le coin de Québec, les feuilles ont commencé tranquillement à tomber des arbres. C'est beau. Oh, t'es romantique. Ça sort le romantisme. Et avec l'automne, on rentre les meubles de patio, on arrête de jouer dans les parcs et on se demande peut-être que faisons-nous ce week-end. Et évidemment, ce week-end, on peut faire plein de choses. On peut regarder Netflix, on peut aller au cinéma, mais on peut aussi aller au théâtre. Et le théâtre, évidemment, on y pense là, et on en entend souvent parler sous l'angle artistique. Là, quelle pièce aller voir? C'est important. Quels comédiens vont bien? Quels réalisateurs nous font vibrer?
équilibré. Mais souvent, on parle moins de l'aspect financier du théâtre, tel une entreprise, là, souvent à but non lucratif, je pense, mais quand même. Et donc, pour discuter de ça, en fait, la business du théâtre, si je peux me permettre, on a le plaisir d'accueillir Pierre-Antoine Lafont-Simard. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour. Pierre-Antoine a été un diplômé de l'Université d'Ottawa, du Conservatoire d'art dramatique, d'un paquet d'affaires. Je pense qu'il y a plus de diplômes que toi, tu as d'argent dans ton compte, Philippe Richard-Bertrand. Si tu veux échanger, d'ailleurs, je il a collaboré avec l'ONF, l'usine C, le MIT, très prestigieux MIT. Et maintenant, ces jours-ci, depuis 7 ans, je pense, là, il est directeur général et directeur artistique du théâtre du Trillium, qui est un théâtre qu'on connaît peut-être un peu moins à Québec, à Montréal, parce que c'est à Ottawa. Eh oui, l'autre capitale nationale, comme on aime à l'appeler. Et c'est un théâtre francophone à Ottawa, le plus gros théâtre francophone hors canadien Québec, hors Québec. C'est peut-être beaucoup dehors quelque chose. Mais... Tout ça pour dire, Pierre-Antoine, ça va bien? Merci d'être à l'émission. Ben, c'est un vrai plaisir, les gars, en fait, de discuter du business of show, ce qui est quand même assez intéressant. Ouais, c'est vrai que c'est ça. rare que c'est un angle qu'on découvre ensemble. Ben, dis-nous déjà le Trillium, là, parce que, encore une fois, peut-être que pour certains de nos auditeurs, c'est un peu méconnu, étant l'autre côté de cette fameuse rivière des Outaouais. Dans l'univers des théâtres, est-ce que c'est un petit théâtre, un grand théâtre, un moyen théâtre? C'est quoi, ça serait quoi son comparatif à, disons, à Québec ou à Montréal? C'est une bonne question, mais je te dirais son comparatif peut-être à Québec, c'est la Bordée, que tu connais peut-être, qui est dans Basse-Ville de Québec. Phil, c'est pas un gars de théâtre. Entre les gens de Québec connaissent la Bordée. Je me découvre. Donc, c'est ça. Il y a à Québec, il y a la Bordée, le Périscope. Ici, on pourrait comparer ça, je te dirais, théâtre d'aujourd'hui, la Licorne, on a des espaces un peu comme ça. Donc, c'est d'abord et avant tout un lieu physique. Donc, il y a 2 salles de représentation, une plus grande et une plus petite, puis aussi des espaces de répétition pour que les interprètes puissent créer les spectacles qu'on va y présenter. Parce que ce qu'il faut dire, quand on parle de théâtre, il y a 2 branches. Il y a la production de théâtre, c'est-à-dire un auteur qui arrive avec un texte, qui rencontre un metteur en scène, des acteurs, puis, t'es allé au théâtre hier, avant qu'il arrive sur scène devant toi. T'es allé au théâtre hier? Eh oui. Mais avant que donc ce spectacle se fasse. Salle de nouvelles. Ah, j'ai vu à Québec, ça. Spectacle de Québec. The Newsroom. C'est une traduction. Extraordinaire. Okay. Et donc, c'est ça, ces acteurs-là se sont rencontrés d'abord avec des textes en papier autour d'une table, puis on commence à travailler le texte, puis ensuite la scénographie, donc les décors sont arrivés, on les a placés dans l'éclairage, la musique, etc. Fait que donc, il y a toute une partie de production. Je l'écoute, là, puis j'entends juste beaucoup de coups. Ouais, là, moi, ça fait ding, 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 tout le long. Qui paye ça? En vérité, c'est vous, chers amis, chers et tendres payeurs de taxes du Québec et du Canada. Mais il y a des billets du fond aussi du qui cœur. sont vendus. Oui, en fait, c'est intéressant. C'est-à-dire que cette logique de la billetterie, elle est assez méconnue. Comme on est contrairement aux États-Unis, qui est un modèle majoritairement privé. Quand on pense à Broadway, là, pourquoi un billet de Broadway, ça coûte 700$ en montant pour aller voir Hamilton, 300, etc.? Ben, c'est parce que le producteur du spectacle vous le vend à coût fixe. C'est-à-dire que lui, il faut qu'il rembourse ses coûts de production. Donc, pourquoi quand vous allez voir Beyoncé, la première rangée, c'est 700$ le billet? Ben, parce qu'à un moment donné, ça coûte cher de faire venir Beyoncé. C'est ça. Broadway, c'est comme le Beyoncé du théâtre. Voilà, exactement. Ça, je vais essayer de faire des clips pour les titres de notre podcast, Philippe Richard-Bertrand. Non, mais moi, j'ai été étonné. Là. En fait, comme je te dis, je suis allé voir Salle de nouvelles, là, pour en faire un peu, mais j'ai été étonné du petit coût du billet. Bien sûr, mais ce qui explique ça, c'est parce que c'est de l'art. Ben voilà, ce qui explique ça, c'est le fait que l'art et la culture au Canada et au Québec, évidemment, sont subventionnés. C'est-à-dire que 80% des revenus des théâtres sont publics. Et donc, en fait, quand 80%. Vous payez des... non, il va falloir que je me calme, par contre. Parce mais t'as aimé ça hier. Oui, j'ai aimé ça. Mais je savais pas que 80%. En fait, c'est toi et moi qui a payé le show. Oui, ben oui, mais c'est ce qu'il disait. À 80%. En fait, si le billet te coûte 35$ et pas 400$... Combien ça t'a coûté? Je pense que ça a coûté 70$, honnêtement. Pour deux? Non, chacun. Chacun, mais encore une fois, oui, j'étais déjà allé au théâtre, là, mais ça faisait très longtemps, mais honnêtement, pour 70$, j'en ai eu amplement pour mon argent. De fait. Mais si tu te l'avais fait au coût coûtant, donc si tu prends un modèle d'affaires, combien coûtent les comédiens sur scène, la location de la salle, le personnel qui t'accueille, l'éclairagiste, le bill d'électricité... Non, mais là, avec ton explication, je viens de comprendre, parce que la pièce que moi, je suis allé voir, il y a beaucoup de monde sur la scène, il y a beaucoup de mise en scène, il y a des effets, il y a un paquet d'affaires, puis je me disais...
sais, j'arrêtais pas de regarder le coût de mon billet. Je comprenais pas, Ben tu oui, sais. mais voilà. Ben donc, en fait, ton billet et tous les citoyens ont fait le choix collectif qu'on encourageait la culture. Et que la culture, c'est un prix. Et que les comédiens, les techniciens, les éclairagistes, les concepteurs méritent un salaire décent. Mais c'est pas dangereux pour votre modèle d'affaires parce que ce budget-là, il est au gré de politiciens qui changent comme... Effectivement, moi, je regarde d'un œil... très inquiet, l'arrivée possible des conservateurs, particulièrement au gouvernement fédéral. On le voit. Moi, je travaille en Ontario. C'est moins probable, moi, je vous le dis, je peux voir. J'ai vu dans le futur. Il y a du mauvais bord du fleuve. Oui, c'est ça. Moi, je travaille en Ontario et je vous garantis que l'arrivée du frère Ford à la politique ontarienne, particulièrement pour les artistes francophones, on a vu nos finances se réduire drastiquement. On s'en fout des francophones. Non seulement ça, mais de la culture aussi. C'est-à-dire que c'est sûr que... les deux cas se valent. Moi, évidemment, je suis un ardent défenseur de la culture subventionnée parce qu'elle permet de l'innovation. Parce qu'évidemment, quand on a envie de faire de l'argent, on prend moins de risques. Et quand les spectacles coûtent très cher, ben on a tout intérêt à faire un texte que tu connais avec peut-être des acteurs que tu connais dans une mise en scène pas trop difficile, dans une affaire bien le fun. Tu sais, le Roi Lion sur Broadway, ça vend depuis des années. J'ai vu le Roi Lion. Mais le Roi Lion, c'est pas la qualité du spectacle, puis l'innovation, puis l'intelligence du spectacle que tu as vu hier soir. Je suis d'accord, ça. Mais peut-être qu'à certains égards, puis j'ai fait, moi, un débat à cette émission-là sur le désinvestissement dans la culture. Ouais. Alors, c'était un peu bizarre, puis j'avais une mauvaise position, là, en d'autres mots. On jouait souvent. T'as toujours la mauvaise position. Mais je trouve que, tu sais, des fois, puis l'angle qu'on avait pris pendant la chronique, la dernière fois, c'était le cinéma d'auteur. Ouais. Si tu te rappelles. Oui. Puis là, le cinéma d'auteur, bon, tu sais, je peux comprendre que tu veux exprimer ton art, je peux comprendre que c'est peut-être un bijou national pour conserver, mais à un moment donné, il faut parler de rentabilité. Là. Oui, mais la rentabilité, elle n'est pas forcément directement dans la... C'est-à-dire, si je crée un spectacle comme Salle des Nouvelles, là, c'est un moteur économique, c'est une salle, il y a des gens qui vendent des billets au bar, il y a un taxi qui s'est rendu, tu es peut-être allé manger au bâton rouge avant. Je veux dire, l'action de faire ce spectacle-là est un moteur économique très important. Puis il y a des marchés primaires, c'est-à-dire les gens qui sont sur scène, mais tous les marchés secondaires, les employés dans les bureaux, c'est aussi un moteur économique très, très important, la culture. Mais 100% d'accord avec toi. Le petit bémol que j'essaie de voir, c'est que est-ce qu'il y a... Puis je connais pas assez le théâtre mais tu sais, tout le côté expérimental. Tu sais, la pièce qui a 4 personnes dans... le théâtre, là. C'est très rare, ça. C'est un mythe. C'est un mythe? Ah oui, OK, parfait. Non seulement, okay. Pour une raison très simple, c'est parce que, tu sais, une salle à 4 personnes dans la salle, là, physiquement, là, il y a déjà 100 sièges. Donc, forcément, cette salle-là, elle a été construite par des entrepreneurs, il y a une billetterie, il y a des employés, il y a une administration. Fait que c'est sûr que si tous les jours, il y a 4 billets de vendus, ben c'est sûr qu'on va se poser certaines questions. Mais dis-toi une chose... Les grands de ce monde, je pense, bon, l'exemple qui nous vient toujours en tête, c'est le fameux Robert Lepage, que tout le monde connaît, évidemment, mais Robert Lepage, c'est parce qu'il a eu le soutien de l'État pour faire des spectacles complètement d'avant-garde, qui dans les années 80, personne n'avait jamais vu ça. Puis aujourd'hui, il est au Metropolitan Opera of New York. Puis il fait beaucoup d'argent. Mais pour s'être rendu là, il a fallu investir dans cet artiste-là. Ouais. Le Cirque du Soleil, là, c'était les grands échassiers de Chicoutimi quand ça a commencé. Guy Laliberté faisait des échasses sur le bord du fleuve au Saguenay. Fait que si on avait attendu que Guy Laliberté descende de ses échasses pour lui dire, mais où ton modèle d'affaires pour le Cirque du Soleil au Japon, là? Ben, on n'aurait jamais eu le Cirque du Soleil. Félix et Paul, dans ce domaine, c'est vrai. Bons arguments. C'est une question quand même intéressante. Puis Antoine, j'aimerais quand même te relancer là-dessus, justement, parce que je comprends la démarche, l'importance d'innover. J'y adhère. Ben, on a déjà eu cette conversation-là plusieurs fois, mais à la fin, même toi, tu es directeur général, donc tu fais la business. Tu es aussi directeur artistique. Donc, dans ta casquette de DG, il faut que les revenus faut que mon budget balance, égalisent ou dépassent. Il faut que mon budget balance pas seulement pour moi, mais aussi pour les bailleurs de fonds. C'est-à-dire que moi, je rends des comptes. Quand le gouvernement, par exemple, c'est de l'argent public, mais on travaille pour, dans la mesure où on fait des demandes de subventions, parfois à projet, parfois au fonctionnement. Puis ces demandes-là, elles sont évaluées non seulement sur un critère artistique, la qualité de ce que je propose, mais aussi sur la rigueur administrative de mon projet. Il faut que ça balance. Je suis audité, je suis surveillé par le gouvernement, j'ai des comptes à rendre. Donc, c'est une fiscalité qui est très, très serrée. Antoine, c'est que tu considères quand même qu'il y a des spectacles qui vont avoir du monde puis des spectacles qui vont avoir moins de monde, non? C'est comme, il y a quand même toujours de la prémisse sensibilité de marché. T'es pas dans un vacuum. Mais c'est tough en tabarouette, le siège qu'il y a, parce que en étant le directeur artistique et le directeur de la business,
c'est sûr que tu viens en conflit avec toi-même des fois. Mais je vais vous donner, moi, la façon dont je le Non, vois. mais c'est vrai. Mais la façon dont je me l'explique est la suivante, puis je pense que ça peut peut-être aiguiller notre conversation. C'est que c'est la différence entre un brand puis un produit. Si moi, mon brand, c'est qu'à chaque fois que tu viens dans mon théâtre, tu sais pas ce que tu vas voir, tu connais pas les gens sur scène, mais tu vas ressortir avec une expérience écœurante. Si sur 2 ans, je travaille mon brand, là, moi, je commence à avoir bien du monde. J'ai du monde dans mes salles régulièrement, mes salles sont pleines, mais ils savent jamais ce qu'ils viennent voir. Pourquoi? Parce qu'ils achètent mon brand, ils achètent ma direction artistique. Ils sont là, hey, si je vais à l'usine C, si je vais au TNM, je sais que les gens qui travaillent à la direction artistique de cet endroit-là, le théâtre d'aujourd'hui, ils ont l'œil. Il y a une promesse puis un engagement que ce que je vais voir, ça va être de haute qualité. Peu importe la pièce. Même si c'est des jeunes que tu n'as jamais vus qui font une affaire complètement fuckée, que tu n'as jamais entendu avec des casques en réalité virtuelle puis sont plugués dans des je sais pas quoi ce que tu vas inventer, ben peu importe, tu fais confiance au lieu, à l'institution qui, elle, a dû faire ses preuves auprès des bailleurs de fonds pour avoir les sous pour faire ça. Donc, les étapes de validation qualitative et économique vont main dans la mesure où, évidemment, personne n'a intérêt à faire un spectacle avec 4 personnes, mais ça nous passe jamais par la tête. Mais 4 personnes, ça veut pas dire... Il y a des très, très bons shows qui peuvent avoir 4 personnes. C'est pas un gage de qualité. C'est d'abord, aussi, il faut pas oublier, comme dans toute vente de produits, il y a du marketing et de la communication, inévitablement. Mais, contrairement à l'entreprise privée, puis on n'a pas cet enjeu de compétition. Il y a une certaine volonté aussi que... Puis c'est là, moi, ce que je voudrais que les auditeurs retiennent, c'est qu'encourager la culture, au-delà d'un modèle économique important puis un poumon économique pour le pays, c'est aussi une identité nationale. C'est une identité culturelle. C'est important d'aller encourager la culture parce qu'à la fin de la journée, c'est qui nous sommes. C'est important d'aller au cinéma québécois, qu'on aille voir une comédie comme de Père en flic ou qu'on aille voir un film d'auteur comme Solo qui est sorti cette semaine. On participe à la définition de l'identité québécoise. Han Solo? Non, c'est pas le même budget. Non, pas tout à fait. Mais voilà, je pense qu'il y a une partie de responsabilité du consommateur qui a envie de consommer cette chose-là comme c'est son identité. Si je peux te rassurer, Philippe Richard-Bertrand, au dernier budget provincial, le gouvernement Legault a octroyé 560 millions de dollars à la culture sur 5 ans, dont 100 millions à Télé-Québec, fait 460, dont 50 millions à ceci. Fait grosso modo, c'est comme 80 millions par année sur un budget provincial de 125 milliards. Tu sais, fait que genre, puis mettons qu'on ramène ça à 8 millions de Québécois, ça te coûte 10 piastres de tes impôts. Mais à chaque fois qu'on se parle de choses où, tu sais, c'est tout le temps, on a juste donné 80 millions, mais ces 80 millions-là, ces choses-là 100 millions-là, 10 millions-là. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le 10 $ que tu as donné te permet à toi, mais aussi à tous les Québécois, puis pas tout le monde qui a nos capacités d'achat, puis la tienne est sûrement de beaucoup meilleure que la mienne, mais ta capacité d'acheter de l'art et de la culture, si à chaque fois ça te coûte 400 $, ça veut donc dire que personne va y aller. Puis ça veut dire qu'il y a des jeunes qui vont pas au théâtre. Non, mais hier, comme je dis, puis bon, je vous promets, si j'ai une promesse, j'ai dit j'allais m'abonner parce que c'est un modèle-là, je le trouve brillant. Là, tu ris de moi parce que je connaissais pas ça. Mais le fait de t'abonner, moi, je vais acheter des billets pour mon entreprise. On va partager ça avec les employés. Pourquoi? C'est un, excusez mon langage, fucking beau moment. Oui. T'es assis dans une salle. C'est un moment qui est unique et qui est rare. Puis la pandémie aussi nous a révélé ça. C'est-à-dire, oui, j'adore. Moi aussi, je les regarde les téléséries sur Netflix, mais la communion d'être tous assis ensemble dans une salle, de regarder une histoire se faire raconter, c'est comme fondamental, à un moment donné. La personne à qui j'étais dit, Philippe, tu regardes les gens. Mais tu sais, j'étais hypnotisé par les autres. Non, mais tu sais, les gens étaient concentrés. Ça fait partie du spectacle. Puis il y a des gens qui pleuraient. Puis à Montréal, c'est la ville où l'offre de spectacle est la plus riche dans la province, avec Québec aussi. On a vraiment le privilège que des maires et des gouvernements, depuis les années 70, ont vraiment investi pour faire de la culture un lieu de rassemblement au cœur de la ville. Tu sais, le quartier des spectacles, mais il n'y a pas que ça. Dans le Centre-Sud, ici à l'usine C, à Québec, en Basse-Ville, il y a la Bordée, le Périscope, le Trident. Tu sais, toutes ces institutions-là sont dans la cartographie. Si je peux juste dire, la dernière fois que j'étais allé à New York, j'ai vu le Roi Lion, mais j'ai aussi vu un truc qui s'appelle Sleep No More, que tu connais, Pierre-Antoine, puis tu sais, parlant de regarder les autres, là, puis d'être dans une expérience qui a des immersive. Si les auditeurs veulent regarder ça, Sleep No More, l'audience fait partie du spectacle, tu te déplaces dans une maison, c'est vraiment fucked up. Ce qui est super intéressant du phénomène Sleep No More, pour qu'on le ramène à un modèle économique, c'est que Sleep No More, tu regardes ça sur papier, ça fait aucun sens. Si je t'arrive avec un business model, 3 fois voir Sleep No More, puis j'ai pas vu la même pièce. Là, puis je te dis, hey, je vais faire une affaire avec toi, je vais rentrer 25 personnes qui se connaissent pas, il y a des acteurs dans un building désaffecté, puis on va se courir après dans le building, tu vas faire, oh, c'est le fun, mon gars, là, va fumer ton joint plus loin. Par contre,
ça génère des millions de dollars par année. Puis c'est un mécène privé qui a investi 8 millions de dollars pour que Sleep No More soit là. Puis il est retourné 10 fois dans son argent. Parlons-en des mécènes. Pierre-Antoine, on disait, bon, c'est subventionné en grande partie par la culture. Les billets sont peu chers. Ça fait quand même 20% de vos revenus. Puis évidemment, il y a une petite ou grande partie, j'aimerais t'entendre là-dessus, mais qui est la philanthropie. Les gens donnent. La philanthropie existe dans tous les organismes, évidemment, tous les organismes à but non lucratif, elle est souhaitable. Moi, ce que je remarque depuis 10 ans... Ça représente quoi, là? Donne-nous un ordre de grandeur. Ça dépend des institutions. Évidemment, c'est comme le Trillium, vous recevez 100 000 de dons. Non, s'il te plaît, moins que ça. Je peux parler à Philippe. Donc, moins que ça. C'est quelques milliers de dollars. Ouais, je te dirais que moi, c'est même pas 10% une bonne année, là. OK. Ça, c'est vraiment... Puis c'est très difficile aussi parce que, bon... Tout est relatif au milieu où tu es. Tu vois, moi, par exemple, je suis un théâtre francophone, mais dans une ville majoritairement anglophone. Ouais. Donc, évidemment, c'est plus dur d'aller chercher du financement. Ici, à Montréal, c'est pas que c'est plus difficile, mais il y a beaucoup plus de demandeurs. Puis aussi, il y a une culture. C'est-à-dire que le mécénat, on aime beaucoup recevoir quelque chose en échange. Ouais. On aime se faire voir. Puis le théâtre, c'est pas le mécène qui est sur la scène. Donc, il y a aussi, quand je parlais de cet engagement du citoyen de vouloir encourager la culture, le mécénat en art vivant, il est difficile parce que on peut pas te donner grand-chose d'autre que de t'asseoir dans la salle, mais ce qui est exactement ce que je donne à tout le monde. Au Canada anglais, on donne 2 fois plus philanthropiquement qu'au Québec. Je pense que là, on rentre dans cheap. Non, je pense qu'il y a quelque chose de culturel. Je pense qu'effectivement, dans la culture anglo-saxonne, donner puis participer à la société comme un donateur, c'est beaucoup mieux vu qu'au Québec. Tu sais, on dit toujours, il y a le vieux cliché au Québec, on a honte d'être riche. Là. Ça tend à changer. Maintenant, on est peut-être un peu trop flagrant d'être riche. Là. Il y a quelques pick-up qui n'ont pas lieu d'être dans le centre-ville, mais tout ça pour dire que je pense qu'on a besoin, en tant que société, de se redonner le goût de donner, de participer à cette affaire-là. Puis j'en reviens beaucoup à ça, les gars, mais pour moi, c'est important, c'est que ce que tu nommes, cet émerveillement que tu as vécu, d'avoir envie de le partager avec les autres, ben à un moment donné, ça donne ton 10 piastres de tes impôts, certes, mais t'abonner, c'est du mécénat. Encourager tes employés à y aller, c'est une forme de mécénat. Passer le mot, puis t'as un ami riche, puis moi, je suis un organisme à but non lucratif, n'importe qui écoute qui veut me faire un don va recevoir un don de charité, un crédit d'impôt, tout ça, donc... Finissons en parlant de technologie. Phil, en plus, t'es un start-upper d'une certaine façon techno, puis je sais, Pierre-Antoine, que t'es un féru de technologie. Oui, je viens de finir un spectacle dont toute la scénographie était générée par intelligence artificielle. Ben, c'est ça, ben là, tu me devances, tu sais, là, évidemment, je t'invite, Phil. En culture, de manière générale, tu sais, on pense à Netflix en termes de culture et technologie, VR, là, tu sais, moi j'ai visité des musées dans mon J'ai fait un spectacle où les interprètes étaient en VR et sur les murs, on voyait ce qu'ils voyaient. Est-ce que ça te menace? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu embrasses ça? Je pense que c'est le rôle des artistes, surtout du vivant. C'est-à-dire, nous, on existe si vous êtes dans la salle. Moi, donc... C'est le rôle de ces artistes-là de prendre ces technologies-là, de les revirer à l'envers, de leur faire des affaires capotées qu'on n'avait jamais vues. Puis ça fait avancer la technologie en elle-même. Cette innovation-là des artistes de la scène, pense à, tu sais, on a déjà rencontré, toi et moi, Félix et Paul, ils patentaient une caméra, puis maintenant, ils sont rendus sur la station orbitale Mir. Tu sais, je veux dire, il y a un moment donné où cette chose... tu vois ce que je veux dire? Mais cette chose-là, cette innovation-là, elle est nécessaire à la croissance même de la technologie. C'est en ayant des capoter des rêveurs puis des patenteux qu'on fait avancer vraiment la technologie. Puis on le voit chez Meta en ce moment, ce qu'ils engagent beaucoup plus, c'est bien moins des programmeurs que des artistes parce qu'ils ont besoin de faire exploser la conscience et l'utilisation normative de l'affaire. Mais je pense aussi qu'il faut oublier le vieillissement de la population partout au Canada. Je pense qu'il va falloir trouver des spectacles parce que, outre que j'ai adoré la pièce, mes enfants n'auraient pas aimé ça. Parce que mais tu vois, nous, dans notre théâtre, on fait des spectacles pour les enfants de 0 à 16 ans. Là, il y a des spectacles pour les bébés, des spectacles pour les ados, il y a des spectacles qui vont dans les écoles. Donc, il y a vraiment de l'art vivant, il y en a pour tous les âges, puis il y en a pour l'adapter. Si tu en parles de VR, intelligence artificielle, je pense que la pièce a été montée, je pense que c'est des attraits pour dire, wow, on va aller voir. Oui, mais à un moment donné, toi et moi, Phil, on sera vieux, puis on regardera des shows en VR aussi. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été à l'écoute. On avait Pierre-Antoine Lafonce-Simard, qui est directeur général et directeur artistique du Théâtre du Trillium avec nous. On vous encourage à aller voir sur le site web du Trillium s'il y a des spectacles. Faire un don, allez voir un spectacle. Si vous allez à Ottawa, il y a plusieurs personnes. Puis on est en tournée souvent. Allez au théâtre, c'est tout ce que je vous demande. Comme Phil l'a dit, vous en ressortirez comblé, je suis sûr. À très bientôt. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application ou en ligne au cubradio.ca. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash.
c'est une période stressante pour beaucoup de gens. On le dit souvent, il y a 40-45% des gens là, qui ont renouvelé leur hypothèque dans la nouvelle réalité. Il en reste plus de la moitié qui vont passer au BAT. Et puis, donc, c'est une question là, qui est sur toutes les lèvres. Puis, c'est pas juste une question d'hypothèque. Le logement coûte plus cher, l'épicerie coûte plus cher. Et donc, c'est sûr que le thème, on va dire, des finances personnelles, Philippe Richard-Bertrand, est très en vogue. Oui, et puis honnêtement, c'est quelque chose qu'on parle de plus en plus, même entre amis. Tu sais, comment ça va? Tu trouves-tu que telle affaire est rendue trop chère? T'as-tu un deal sur telle affaire? Et se donner des trucs, oui, effectivement. Puis on s'est dit que ce serait cool d'avoir comme pas un nouveau segment, mais quasiment. En tout cas, on va expérimenter ça. Donc, on a pris contact avec certainement une des personnes les plus crédibles en la matière au Québec. C'est Patrick Raymond. Patrick qui a eu une carrière en finance, qui est hôte du podcast Financièrement parlant. Si je comprends bien, il est aussi administrateur d'un groupe Facebook là, sur le thème du podcast. En tout cas, ça jase pas mal de finances. Je me suis joint à ça il y a quelques semaines, quelques mois, Phil. C'est vraiment intéressant. Bonjour Patrick, tu es avec nous? Oui, salut les gars. Salut. Bon, dis-moi, on voulait parler un peu avec toi de finances, puis une des choses qui m'intéresse moi particulièrement quand mes amis ou collègues me demandent qu'est-ce que je pourrais faire, généralement on commence en disant fais-toi un budget. Puis je sais que c'est quelque chose que toi il tient aussi beaucoup à cœur. Dis-moi, pourquoi les gens se font pas de budget? C'est quoi y a-tu comme des obstacles ou non, mais tu sais, c'est la théorie de let's wing it. On regardera à la fin du mois s'il reste de l'argent. Qu'est-ce qui empêche plus de ménages québécois de se faire un vrai budget, là, dis-moi? Ben, je dirais que c'est le déni, hein? On ne peut pas avoir le portrait d'en face. On ne veut pas savoir exactement ce qui se passe finalement. C'est ça, moi. Fait que dans le fond, l'ignorance, comment ils disent les Anglais, là, ignorance is bliss, là, l'ignorance est une vertu. Mais évidemment, ne sachant pas, ça peut amener des gens à faire de très mauvaises décisions puis à empirer la situation dans le temps. Là. Est-ce que c'est ce que tu observes, toi aussi, les gens avec qui tu parles? Tout à fait. Tout à fait. Tu vois, dans ma pratique en service financier, j'avais mon cabinet, puis on parlait de testament, on parlait de budget, on parlait de toutes les affaires plates. mais en même temps, c'était la base, puis il fallait établir ça d'abord et avant tout. C'est avant de faire de l'argent avec des investissements ou quoi que ce soit. Il faut vraiment savoir avec quoi on joue, qu'est-ce qu'on a comme coût de vie, où va l'argent. Puis, tout est là. Hein? Quand tu demandes aux gens où va l'argent. Je vais faire un parallèle, là, mais tu sais, moi, je me prépare à faire un Ironman. Puis quand j'ai commencé à m'entraîner là-dessus, la première chose qu'on m'a dit, c'est pas si j'étais bon en vélo, en natation ou à la course, c'est comment tu manges. Tu manges-tu bien? Tu dors-tu bien? Ouais. Ton niveau de... Tu sais, en d'autres mots, ce qu'on dit sur si tu veux que tes finances personnelles aient du sens, pars à la base, fais-toi un budget. Puis dis-moi, Patrick, entre nous, là, puis encore une fois, toi qui as travaillé certainement avec pas mal de monde, c'est-tu plus difficile de faire un budget ou de suivre un budget? Les deux. Je te dirais, Francis, que des fois de le faire quand on est bien motivé un soir du mois de janvier, là, vraiment, on établit notre année, puis on fait attention à notre santé, on s'inscrit au gym, puis là, on fait notre budget, puis ben, rendu au mois de février-mars, souvent, les habitudes vont tomber, les principes prennent le bord, puis il arrive toujours des imprévus. Des imprévus. Qui n'étaient pas prévus au budget. Ben justement. On voulait pas le budget, mais je le dirais pas, là. Mais c'est ça que le monde dit. Ouais, mais il arrive la même affaire au gym. Tu sais, tu t'inscris en janvier, tu y vas tout le mois de janvier, puis là, la Saint-Valentin arrive. 18 fois. Puis là, t'arrives avec tes fleurs, t'es plus en shape, puis après ça, c'est fini. Ouais. Fait qu'on voulait jaser. Moi, la question que j'avais pour toi, Patrick, là, encore une fois, sur cette idée de préparer un budget, c'est que quand on fait le budget, là, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, je pense, évidemment, la partie facile, ce qu'on gagne, là, puis bon, on a des revenus, bon, peut-être fixes, peut-être variables selon notre situation d'emploi. On a des dépenses, puis on a ce qui reste à la fin, puis on espère qu'à la fin, il en reste. C'est positif, right? Mais je voulais un peu t'entendre, tu sais, puisqu'on fait ça peut-être sur le coin d'une table, sur une napkin, dans un petit fichier Excel. Qu'est-ce qu'on a tendance à oublier quand on fait un budget? C'est quoi les choses là, que tu vois fréquemment là, qui échappent aux gens? Puis que là, ça devrait pas être une surprise, mais ça le devient juste par omission. Alors, c'est tellement une bonne question, Francis.
Merci. Écoute, voici les 3 dépenses. Moi, je vous ai énuméré, là, je vous fais une petite liste rapide là, sur les 3 dépenses négligées, oubliées lors de l'élaboration d'un budget. Premièrement, là, puis ça va aller rapidement, je sais que le temps nous prend, Non. mais les activités, les loisirs, le divertissement, les restaurants, le cinéma, tout ce qui est loisirs et divertissement, on peut aller dans les streaming vidéo, les abonnements, les hobbies, les activités préférées. À un moment donné, on veut tout faire, on dit oui à plein d'invitations, mais jamais on a mis ça dans le budget. Et là-dedans, il n'y a rien de mal. C'est juste qu'il faut le budgéter. On peut budgéter un restaurant une fois par semaine et c'est bien correct, mais il y a bien des gens qui vont pas le mettre dans le budget, mais on se rend vite compte que l'argent fuit dans toutes sortes de petites dépenses comme ça au niveau des loisirs, du divertissement. Ça, c'est une catégorie là, qui est vraiment majeure. Là. L'argent fuit dans cette partie-là en premier lieu et qu'on n'a pas énuméré d'abord, on n'a pas écrit la ligne sur le budget. Imprévu ou restaurant, abonnement, on veut pas. On dit oui, puis on y va, puis on met ça sur la carte, puis ça marche pareil. Puis vendredi, on est correct, puis on verra lundi. Sinon, il y a aussi des choses moins peut-être prévisibles. Là. Tu nous parlais quand on a échangé plus tôt cette semaine d'événements. Là. C'est un autre élément qu'on oublie souvent de mettre dans le budget. Ah oui, tout à fait. Dans le regroupement des événements spéciaux. Là. Puis ça, là-dedans, je parle, mariage, anniversaire, je fais attention là, parce que je parle pas de frais de se marier, mais l'invitation. Généralement, quand tu vas te marier dans l'année, tu le sais. Tu l'as prévu. Pas le genre d'affaire que tu oublies, ouais. Mais ça coûte cher, c'est ça. Ça peut être aussi surprenant quelques années plus tard, mais en tout cas, du coup, le mariage, les invitations, le cadeau, tout ça, qu'on n'avait peut-être pas prévu au budget du mois de janvier, qu'on était pour être invité au mois de septembre là-dessus, les anniversaires, les fêtes, les fameuses fêtes. Moi, je sais pas vous autres, là, mais moi, j'ai toujours quelqu'un qui c'est sa fête. À tous les mois, il y en a un qui c'est sa fête. Là, on débarque dans un restaurant. Là, on arrive 1 heure ou 2 avant. C'est un surprise. T'as mangé un peu, t'as pris 2-3 verres. La personne arrive. Là, tu pars après. Et ça t'a coûté 142,50 $. Puis t'as essayé de faire bien attention, mais forcément, t'as passé à veiller dans un restaurant pour la fête d'un. Puis là, après ça, c'est la fête de l'autre. Puis c'est dur de dire non et d'exprimer que ce n'est pas dans mon budget. Je n'ai plus d'argent pour aller à des anniversaires. Je suis désolé, je vais devoir sauter le tien. Il y a une question aussi de comment je dirais ça? Donc, c'est des principes. On ne peut pas dire non à ça. On ne peut pas dire non à une fête de fin d'année. Les vacances cet été, par exemple, souvent, là, puis moi, le premier, là, je m'inclus là-dedans, les vacances de cet été ont coûté bien plus cher que ce que j'avais prévu. Puis là, check, puis on verra après, puis c'est correct. Dans mon cas, moi, j'ai quand même des sous pour payer le compte une fois par mois, puis c'est correct, puis je paye tout. Mais je suis tout le temps surpris avec ma conjointe de dire « Coudon, on s'est-tu fait voler? Comment ça a coûté si cher que ça? » Puis là, je prends le compte, je passe toutes les lignes une après l'autre. Ouais. Là, je dis « Ben non, c'est ça. » Là, je vois les noms des marchands, puis tout est correct. Puis on a vraiment dépensé plus qu'on pensait. Patrick, moi j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a une règle, une règle du pouce, qu'on va appeler de même, de combien d'argent tu devrais avoir économisé dans ton compte? Si tu en affaires, on essaie de dire 2 mois de salaire, là, ou 2 mois de coût fixe. Y a-t-il une règle du pouce au niveau personnel? En d'autres mots, 1 mois de salaire dans ton compte, pour pallier à toutes ces balles courbes de la vie? Oui, c'est un bon point. C'est 3 mois. On parle d'un fonds d'urgence, là. 3 mois de coût de vie. Si ça vous coûte 5 000 par mois au net là, de coût de vie, c'est 15 000. Mais si vous êtes travailleur autonome, moi, je doublerais ça. Ah ouais. Parce que 6 mois. Au secours. On parle de 6 mois. Sinon, dernière affaire qu'on oublie peut-être plus souvent dans le budget, Patrick, c'est tout ce qui est... Puis c'est intéressant, c'est toutes des choses qui sont prévisibles en même temps, qui nous surprennent. Hein? Puis tu nous parlais d'entretien, tout ça, là, ces frais-là. Tu considères que c'est quelque chose qui est souvent oublié dans les budgets? Oui, c'est mon dernier point, mais c'est un point très, très intéressant et important. Parce que je parle là-dedans d'entretien, ça, on peut rentrer là-dedans l'entretien des voitures.
Ouais. Tu sais, demain, moi, je vais au garage. Je prends mon exemple personnel, là, c'est plus concret. Demain, je vais au garage avec ma voiture. Mais s'il me dit que ça me coûte 600 là, pour changer mes freins ou peu importe, ben, je dirais pas non, j'aurais pas le choix. Mais je peux vous dire que moi, le premier dans mon budget, je n'ai pas une ligne frein 600 là. Non, j'ai mis entretien global d'hiver, d'hiver, là, DIVERS. Puis, on verra qu'est-ce que ça coûte, mais je pourrais pas dire non. Je vais devoir payer, puis là, je vais prendre ma carte de crédit, puis je vais régler, puis je vais faire fi de... J'ai pas le choix, même si ça dépasse le budget, il faut que ça soit réparé. On pense aussi à toutes les réparations, les forfaits de maintenance, les forfaits de... par exemple, les garanties prolongées sur les différents appareils, les réparations de la maison. Ça, c'est quand même assez coûteux, des réparations de la maison. C'est rare que ça coûte 26,50 faire réparer une partie de la cheminée de la maison. Oui, c'est 26,50 par brique. Oui. Puis on peut pas dire non. Non. Tu sais, c'est tout le temps des réparations qui sont urgentes. On peut aller dans notre fonds d'urgence si on veut aussi. Mais moi si je peux dire, si je peux dire, on a acheté une maison l'année dernière là, avec ma conjointe, là, puis on s'est carrément fait un fonds de prévoyance, qui est un petit montant là, qu'on met à chaque mois, qu'on ajoute un peu à l'hypothèque, mais de sorte que le jour, comme tu dis, que la cheminée, le toit, les fenêtres, quelque chose que ça va coûter 20 000 $. Puis c'est une idée que j'ai pris parce que moi toute ma vie j'ai habité en copropriété, Phil, comme tu le sais, là, dans des condos. Puis le syndicat a l'obligation d'avoir un fonds de prévoyance. Les gens qui sont propriétaires de maisons unifamiliales au Québec, évidemment, n'ont aucune obligation en ce sens-là. Mais tôt ou tard, une maison, petite nouvelle pour vous, ça brise. Ça doit être, justement, là, tu parlais de maintenance. Des fois, c'est pas brisé, mais c'est juste, tu sais, le drain français, je pensais aux 25 ans. Puis, tu sais, des affaires de même qui sont dans 18 ans ou même dans 7 ans, là, dans le pire des cas, mais que tu pourrais dire, au lieu d'attendre puis de payer 20 000 dans 7 ans puis que ça va me mettre dans le trouble, je vais diviser 20 000 par le temps qui reste, puis je vais diviser ça par 12 mois, puis écoute, le drain français, à chaque mois, ça va me coûter 66 $ que je vais mettre dans un compte d'épargne, puis si t'es un peu smart, tu vas le placer, fait que ça va te coûter moins cher, ça va générer un petit rendement confortable également. C'est-tu quelque chose qui te semble logique, Patrick? Est-ce que je fais bien mon affaire? Oui! T'es très exemplaire, Francis. Je te félicite. Il n'est pas économiste pour rien. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Mais tu sais, de le placer, ça peut être dans un certificat de placement garanti. Il y a certains placements garantis qui vont vous donner quand même un rendement très intéressant en ce moment. Et voilà, ça fait partie du, tu sais, pour le fonds d'urgence, c'est intéressant aussi. Et moi, je reviens toujours à la base. L'idée, c'est de bien dormir. Tu sais, tantôt, Philippe Richard a parlé du sommeil, du 8 heures de sommeil, bien manger, tout ça. Mais c'est bon pour la santé, une saine finance personnelle. Puis il faut se gérer comme si on était en affaires. Tu sais, il faut marquer les dépenses qu'on a. Il faut marquer les dépenses, c'est-à-dire les dépenses, les revenus. Il faut vraiment être au courant de tout ce qui rentre, tout ce qui sort. S'il faut, on met tout sa carte de crédit, puis la carte de crédit va l'énumérer pour vous. Moi, je fais ça, des fois, je passe ça à travers ma carte de crédit. Oui, mais je fais je regarde chose, chaque item, puis là, je dis, c'est quoi ça? 128, puis là, je sais même pas c'est quoi. Puis là, je tape sur le web, tu sais, des fois, c'est une compagnie XYZ, mais là, c'est bizarre. On est tous passés par là. Effectivement. Je terminerai avec une petite question, finalement, Patrick. C'est sûr que là, on est un peu optimiste depuis tantôt, mais ça reste qu'on est, comme on l'a dit dans l'introduction, dans une période plus difficile pour certains ménages, certaines familles, certains individus. Qu'est-ce que tu recommandes, toi qui es un expert là-dedans? C'est où les places là où vraiment on peut faire un effort, où on peut être plus conscient? Y a-t-il des choses qui te viennent spontanément en tête où on peut atténuer la douleur financière quand on se retrouve un peu plus coincé, là? C'est quoi les trucs là, que tu donnerais rapidement en conclusion? Ben, c'est sûr qu'on peut couper toutes les addictions, hein? L'alcool, la cigarette, la marijuana. En partant, on peut couper ça. Je pourrais décliner sur les machines à sous, tu sais, tout ce qui est un peu, je vous dirais, là, c'est pas un conseiller financier que vous avez besoin, c'est peut-être un psychologue aussi. À un moment donné, il y a beaucoup d'abus là-dedans. C'est de l'argent qui va à nulle part, c'est de l'argent perdu. Ça se capitalise pas.
imaginez les dollars que vous dépensez aujourd'hui, puis que vous avez dans 30 ans votre retraite, ben ce dollar-là, dans 30 ans, c'est incroyable comment que le coût d'opportunité de tout l'argent que vous dépensez dans des trucs des fois inutiles, et lorsqu'il y a une opportunité qui pourrait passer dans votre vie, ben vous n'aurez pas le cash pour embarquer dans le deal. Et tous ces sous-là pourraient devenir multipliés de beaucoup. Toi, tu es le premier comme économiste, tu étais capable d'actualiser tout ça dans le temps, puis de dire, ben chaque dollar pourrait peut-être valoir 3 4 5 à ma retraite. Et là, moi, je suis là, puis je le dépense comme ça, allègrement, dans des choses qui me rapportent absolument rien. Mais c'est important. Je tiens à préciser en terminant qu'on peut avoir du plaisir, mais dans les activités qu'on pratique, on peut en choisir une ou deux. Est-ce que vous avez vraiment les moyens de dire oui à toutes puis d'essayer toutes? Je suis pas certain. Encore bien moins aujourd'hui. Avec les salaires moyens qu'on retrouve au Québec, je suis pas certain que vous avez les moyens de tout essayer en ce moment. Moi, ma solution à ça, Philippe, c'est que mes loisirs, c'est des loisirs qui sont capitalisables, justement. Merci beaucoup, Patrick Raymond. C'était le fun de t'avoir sur le show. On se retrouve dans les médias sociaux. On se retrouve en écoutant ton podcast Financièrement parlant. Puis peut-être qu'on se retrouve à l'émission. Qui sait, on te réinvitera assurément. Merci beaucoup pour ce bel échange. Merci. Sur ce, très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Je rappelle aux auditeurs qui peuvent nous écrire studio@cube.radio. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez des sujets que vous trouvez qu'on aimerait couvrir, des choses que vous aimez, des choses que vous aimez moins bien, n'hésitez pas. Puis évidemment, vous le savez, Philippe et moi, hyper disponibles. N'oubliez pas nos invités. Il y a des invités. On a des segments avec des invités qui sont super intéressants, des entrepreneurs, des gens qui viennent nous parler de sujets, de thématiques. De théâtre. Yes. Bonne semaine tout le monde. L'émission Prends pas ça pour du cash est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cubradio.ca.